Quelqu'un vous fait du mal dans le passé, vous décidez de le pardonner. Faudrait-il oublier tout ce que quelqu'un a fait dans le passé, même si on décide de le pardonner, pour ce qui s'est passé? Ou faudrait-il rester sur ses gardes, parce que la personne a déjà montré des éléments déterminant sa capacité, son aptitude de vous faire du mal. Généralement, quand une personne essaie de toucher votre caractère, détruire votre représentation publique, détruire votre source de revenus, faudrait-il oublier, disant qu'il a fait des erreurs et chaque personne mérite une seconde chance? Ou il faut rester sur ses gardes, parce qu'on ne sait jamais quelles sont les intentions. En se rapprochant de vous, vous lui accordez une opportunité de fixer le tir dont il a raté précédemment. Le cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie est très bizarre actuellement. Ils ont pu avoir des compromis à travers Donald Trump, essayant de trouver un terrain sur lequel ils travaillent. Un cessez-le-feu qui a été proposé de 30 jours entre les deux pays dans l'objectif de trouver la paix. Ce qui est bizarre à propos de ce cessez-le-feu est que beaucoup de choses sont en train de se passer pendant qu'il y a cessez-le-feu déjà. Déjà, il y a inhabilité de s'entendre en ce qui couvre ce cessez-le-feu. Trump et Zelensky pensent que le cessez-le-feu couvre les infrastructures énergétiques et les infrastructures civiles. Vladimir Poutine, lui, pense que ça ne couvre pas les infrastructures énergétiques. Hier, 171 drones ont frappé brutalement sur le territoire ukrainien. Évidemment, il y a eu une douzaine de drones qui ont été abattus par l'armée ukrainienne, mais certains drones, évidemment, ont atteint leur objectif final. Un bombardement frénétique. L'Ukraine a rétalié en frappant une base stratégique militaire russe. C'est une base aérienne. En effet, cette base militaire s'appelle Engel Base. C'est une base sur laquelle est posé plusieurs bombardiers russes. Ces bombardiers sont des bombardiers particuliers. Quel genre de bombardiers? Ce sont des bombardiers à capacité atomique. C'est-à-dire des bombardiers dont on peut se servir pour jeter la bombe atomique. Et ces bombardiers s'appellent de White Swine. Une explosion gigantesque a été enregistrée en Russie. C'était à 700 km du territoire ukrainien. Donc ils ont ciblé à l'intérieur du territoire russe. Cette explosion était tellement grande que quelques enregistrements visuels ont fuité. Voilà ce que ça donne. Et évidemment, comme vous le remarquez, à travers cette explosion, un hôpital a été complètement détruit à l'intérieur de la Russie. La question qu'on se pose ici, est-ce que cette base a vraiment été touchée au point où ça a détruit les éléments essentiels sur l'arsenal nucléaire russe ou pas? Bien que l'explosion ne fût pas aussi grande qu'une explosion nucléaire, cette explosion est manifestement de très grande ampleur, comme on le remarque. Alors, ce qui est évident ici, c'est quoi? On essaie de construire le terrain sur un accord final. Entre la Russie et l'Ukraine, actuellement, ils sont en train de discuter sur un cessez-le-feu probablement permanent, mais en attendant, chacun est en train de donner des coups bas. Ça nous réveille à notre histoire précédente. Quand on disait, si une personne te frappe dans le passé, ou si une personne te cause du tort, si une personne fait quelque chose dans l'objectif de détruire ton caractère, est-ce que quand tu le pardonnes en oubliant, ou tu continues à rester sur tes gardes, en empêchant même tes enfants de partir à sa maison, bien que le pardon a été prononcé? L'homme intelligent fait quoi? Il oublie et on voit ses enfants dans la maison du voisin qui étaient manifestement hostiles à son égard. Ou bien l'homme intelligent dit à ses enfants, OK, on n'a aucun problème avec la famille d'à côté, mais faites très attention. N'y allez pas, de peur que quelque chose ne vous arrive. Monsieur ou madame peuvent gentiment vous sourire, mais ne partez pas dans sa maison parce qu'il a déjà montré des signes d'hostilité à notre égard. Zelensky et Trump ont eu un appel téléphonique dont Trump a qualifié de conversation positive. Ils sont en train de bouger vers la bonne direction. Donald Trump dit que c'est une conversation qui a duré plus d'1 heure entre lui et Zelensky. Et contrairement à ce qui s'est passé il y a quelque temps, comme vous le savez, où Zelensky a été bouté hors de la Maison Blanche, cette fois-là, apparemment, Zelensky a compris le modus operandi. Quand vous parlez à Donald Trump, ne sait pas le temps, ne faites pas l'intelligent, dites oui. Et c'est exactement ce qui se passe. Zelensky, par contre, dit que Trump ne lui a pas fait de pression du tout. Today, I have not felt any pressure from President Trump. There wasn't any pressure, that's a fact. I am a sincere person. If that were the case, I would say. Zelensky insiste que Trump ne lui a pas forcé la main. Donc, il est prêt à discuter et à trouver la bonne vapeur entre lui et Vladimir Poutine. Nous soutenons toutes les mesures visant à mettre fin à la guerre. Mais pour les soutenir, nous devons comprendre ce que nous soutenons exactement. Quand le président Trump aura le temps, c'est un homme très occupé, quand il aura le temps, il pourra m'appeler à tout moment. Il a mon numéro de téléphone. Zelensky dit qu'ils ont eu une conversation franche et positive. C'est quand même différent du style dont on avait vu le Zelensky venir à la Maison-Blanche, qui était fermé, fort et brutal dans ses mots. Alors, la trêve entre la Russie et l'Ukraine est évidente. Elle est là. Donald Trump a joué un rôle très important là-dessus. On le voit et ça se voit. Seulement, il y a incertitude parce qu'il n'y a pas de confiance entre les deux parties. Nous sommes sceptiques lorsqu'il s'agit de faire confiance aux Russes.
Il n'y a pas de confiance envers Poutine. C'est pourquoi je dis que nous devons comprendre comment cela fonctionnera techniquement afin que cela ne dépende pas uniquement du désir des Russes. Zelensky ne fait pas confiance à Poutine, qui a frappé à plusieurs reprises malgré le début de la trêve. Poutine non plus ne fait pas confiance aux Ukrainiens. C'est évident. Il a accusé les Ukrainiens d'avoir antérieurement violé les accords. Les Russes ne sont pas prêts à mettre fin à cette guerre. Et nous pouvons le voir, ils ne sont pas prêts même pour la première étape qui est un cessez-le-feu. Il y a clairement ici un brisement de confiance. Et si la confiance se brise, que faut-il faire? Faut-il chercher un moyen de résoudre, de se garder à distance, mais tout en se respectant? Ou faut-il se rapprocher encore davantage, espérant retrouver la relation qu'on avait dans le passé? Quand la confiance se brise, faut-il garder la distance? Le tout dans le respect, ou faut-il se rapprocher davantage? Point d'interrogation. En attendant, dans ce cas de guerre, il faudrait chercher un moyen de recréer cette confiance. C'est une confiance qui a été brisée entre Zelensky et Donald Trump. Pour avoir une trêve ou un accord solide de paix, il faudrait créer un niveau de confiance. Ils ont commencé. Le partage de renseignements en matière de défense de l'Ukraine se poursuivra. Entre la Russie et l'Ukraine, il y a eu échange de prisonniers. Chaque partie a donné 175 prisonniers à l'autre partie. Un moment de bonheur pour les membres de famille de chaque côté, mais aussi l'un des échanges les plus grands depuis le début de la guerre. Il est arrivé quelquefois où une partie a joué l'autre en ne présentant pas le nombre exact des prisonniers promis, mais cette fois-là, Moscou et Kiev sont venus à la fête. Ils ont tous présenté leurs prisonniers et ont fait l'échange comme promis. Comme vous pouvez le remarquer ici, des Ukrainiens tout à fait contents, heureux de reparler à leurs membres de famille. On peut simplement imaginer ce que ça donne. Partir à la guerre dans l'espoir de ne plus jamais revenir. L'évidence, c'est que quand vous partez à la guerre, il y a plus de chances de mourir que de rentrer. Ça, c'est évident. Peu importe la situation, la religion, vous partez à la guerre face à des gens aussi chevronnés que ses adversaires, russes ou ukrainiens indépendamment. Les chances de rentrer à la maison sont très minimes. À plus forte raison, les Ukrainiens qui sont entrés à court dans un terrain complètement étranger. On peut lire dans leurs lèvres le bonheur de reparler à leurs membres de famille. Regardez celui-là en train de crier au téléphone, qui va retrouver sa mère finalement, retrouver une vie normale. Et je suis convaincu qu'il ne voudra plus jamais rentrer à l'armée. C'est certainement pas pour des raisons qui ne sont pas tout à fait expliquées. Après son appel de téléphone avec Donald Trump, Zelensky a discuté avec les leaders européens, qui sont jusque-là ceux qui croient en lui et qui sont déterminés à lui apporter le soutien nécessaire. Les dirigeants européens se sont réunis, à l'exception de l'Hongrie, qui ne veut rien avoir avec l'Ukraine, ne veut pas supporter sur le plan financier ou économique, ne veut pas s'impliquer dans cette guerre. Il pense que l'Europe ne devrait pas diriger tout le monde dans une troisième guerre mondiale contre la Russie, et surtout quand ce n'est pas nécessaire, ou qu'il y a des moyens alternatifs de résorber cette histoire. Zelensky a discuté avec eux. Évidemment, il en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il a compris que les Européens sont beaucoup plus fidèles à lui que ne le sont les Américains, qui, avec Donald Trump, ont manifestement changé de casaque. Les Européens sont prêts à fournir à l'Ukraine les armements nécessaires, l'argent nécessaire, la logistique nécessaire pour continuer cette guerre. Donc il est évident, et pour l'intérêt des Zelensky, avant de discuter avec qui que ce soit, d'écouter ce qu'ont à dire les Européens leaders qui l'ont soutenu depuis sa guerre jusqu'à présent. Les sanctions sont vraiment nécessaires. Elles doivent rester en place jusqu'au début du retrait russe de notre territoire, et tant que la Russie n'aura pas entièrement compensé les dommages causés par son agression. Au-delà de ce meeting en ligne entre Zelensky et les leaders européens, il y a eu un second meeting qui s'est passé en Grande-Bretagne. Dans ce meeting, il y a eu le Premier ministre britannique qui a discuté avec ses homologues sur comment la Grande-Bretagne va s'impliquer sur ce 30 jours de paix entre la Russie et l'Ukraine, comment ils seront présents, comment ils vont contribuer. Ils ont discuté sur comment ils vont déployer des forces de maintien de la paix sur le territoire ukrainien. Ils ont aussi discuté sur quelles armes seront déployées en Ukraine, comment faire pour dissuader la Russie à refaire encore une fois le genre d'attaque qu'ils ont fait sur l'Ukraine. Steinmeier est déterminé à montrer les biceps de la Grande-Bretagne. Je vous rappelle ici que la Russie a complètement rejeté la présence des militaires étrangers, surtout pas de l'OTAN, sur le territoire ukrainien. The presence of the troops from NATO countries under any flag in any capacity on Ukrainian soil is the same threat. Why should we give consent to the peacekeeping force or peacekeeping group even, not force, though they want force, from the composed of the countries who declared us an enemy. Steinmeier a eu une réunion avec des leaders disant « Nous sommes en train de préparer des militaires pour envoyer en Ukraine pendant cette trêve. »
Qu'est-ce qui va se passer pour l'interrogation? Il a fait un petit tour en Irlande du Nord pour aller visiter leur site. C'est en Irlande du Nord qu'est stationné le plus grand site de bombes nucléaires britanniques. Il est donc parti là-bas dans un show de force pour vous montrer que nous sommes prêts, nous sommes en capacité. Monsieur Poutine, évidemment, on sait que c'est télévisé. C'est un message subtil, mais c'est un message grand. Emmanuel Macron a pris le lead depuis le départ des États-Unis, depuis que Donald Trump a décidé de ne pas s'associer à cette histoire de guerre. Macron, lui, apparemment, a des problèmes privés à régler avec Vladimir Poutine. Apparemment, Macron serait en train de discuter avec Zelensky une fois chaque jour. D'ailleurs, pendant une réunion, une conférence de presse tenue par Zelensky, Emmanuel Macron a fait un appel téléphonique. Suivez. Emmanuel, sorry, Emmanuel, I have just conversation with the journalist. Can I be back in some minutes, in 15-20 minutes? Yeah, please. Thank you, Emmanuel. Okay, great, bye-bye. Zelensky affirme qu'il discute avec Macron au moins une fois par jour. Так, я тільки що розмовляв з президентом Макроном, з Еммануелем. Ми з ним часто дуже спілкуємось раз на день. Я б так сказав, в середньому, і дійсно у нас дуже тісні відносини між нашими країнами. Він сильно допомагає. Я йому за це вдячний. Я йому після нашої розмови я йому передзвоню. Évidemment, pour se positionner, pour répondre à la Russie, beaucoup de choses, comme vous pouvez l'imaginer, vient quelque part de pas seulement Zelensky, mais d'autres personnes aussi. Nous avons soutenu évidemment la proposition américano-ukrainienne d'un cessez-le-feu de 30 jours qui permette d'ouvrir de telles discussions. Et à cet égard, la réponse partielle, très décevante de la Russie, je l'espère, n'est qu'un refus momentané. Mais en tout cas, elle a dit quelque chose que nous dénoncions depuis plusieurs mois, c'est que la Russie n'a pas sincèrement envie de cette paix à ce stade. Donc si cette guerre a jusque-là été très difficile à résoudre, vous comprenez pourquoi. Zelensky écoute plusieurs personnes à la fois. Donc Zelensky, comme vous le voyez, est toujours prêt à recevoir des appels téléphoniques et de discuter. Chose qu'on ne dirait pas essentiellement sur Vladimir Poutine. En effet, quand Poutine était censé discuter avec Donald Trump, ils avaient prévu de discuter le mardi à 16h, heure de Russie. Qu'est-ce qui s'est passé apparemment? Poutine aurait fait Trump attendre pendant 1 heure de temps avant de commencer cet appel téléphonique. Une stratégie russe très vieille de temps. Ce n'est pas la première fois. Imaginez-vous Donald Trump assis en train d'attendre que M. Poutine soit au téléphone pendant au moins 1 heure. Les Russes en ont l'habitude, c'est une stratégie ancienne. À la fin de 1949, Mao Zedong de la Chine, désirant discuter avec Joseph Staline, s'était vu attendre pendant 3 semaines pour discuter avec ce dernier. Donc Joseph Staline a fait Zedong attendre pendant 3 semaines. L'objectif de cette discussion était de trouver des résolutions sur des conflits qui se passaient entre la Russie et la Chine à l'époque. Zedong était là, en train d'attendre que Staline accepte de discuter avec lui. C'est un levier de pouvoir que Vladimir Poutine, qui est un excellent étudiant, a appliqué aussi sur Donald Trump. On rappelle ici à Poutine qu'il a un meeting avec Donald Trump. Regardez comment il réagit. Il fait semblant, il fait comme si c'était pas tout à fait important. Écoute, ça peut attendre. On est encore en train de discuter. Je prendrai mon temps. Au lieu de se lever et de courir. Смотреть, что на эту фразу скажет Трамп. Может быть, он любит интервью давать, может уже реагировать. Трампа не упоминал. Не, он знает, что у нас дискуссии. C'est une stratégie de haute classe. Une personne qui vous a déjà déçu dans le passé, vous lui accordez une nouvelle chance dans l'espoir qu'il se comporte différemment à la nouvelle occasion, ou bien vous restez sur vos gardes parce qu'il a clairement été déceptif dans le passé. Une personne sur qui vous avez placé votre confiance et a fini par vous décevoir. Vous lui accordez une nouvelle chance, espérant qu'il ait changé avec le temps, ou vous restez sur vos gardes, sachant que l'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Le président iranien Massoud Pezeshkian vient de dire aux États-Unis d'aller se faire foutre, en disant, plus proprement, faites ce que vous avez envie de faire. Nous n'avons pas peur. Pourquoi il le dit? Il y a de cela quelques jours, Donald Trump demandait à l'Iran, à travers une lettre, de revenir sur la table et discuter sur la possibilité de négocier sur l'accord nucléaire avec l'Iran. Le président iranien dit à Donald Trump d'aller se faire foutre et que l'Iran n'a pas peur. L'Iran ne fléchira pas. Ce que vous avez envie de faire, faites-le, puisque vous dites que vous êtes en capacité de faire quoi que ce soit. Et ceci fait couler beaucoup d'encre. On va essayer de voir ce que ça veut dire. We're ordering you not to do this, and not to do that, or we'll do this. If that's the case, I'm not coming to negotiate with you at all. Go and do whatever the hell you want. Donald Trump a envoyé une lettre à l'Iran à travers le Qatar, parce que manifestement, il n'y a pas de diplomatie entre les États-Unis et l'Iran. Il faudrait dans ce cas passer à travers un pays neutre. Et dans ce cas, c'est le Qatar. Trump a écrit une lettre à l'ayatollah Ali Khamenei, dans l'objectif de trouver des compromis pour s'asseoir autour d'une table et finalement signer le deal du nucléaire avec l'Iran. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En écrivant cette lettre, Trump a donné à l'Iran 6 semaines pour donner une réponse. Donc vous écrivez une lettre à une personne sollicitant quelque chose en lui donnant un time frame.
6 semaines, ultimatum. En 6 semaines, il faudrait répondre à cette lettre. Vous attendez à quel genre de réponse? Sera-t-elle positive? Certainement si la personne est super faible ou beaucoup moins puissant que vous. Mais sera-t-elle positive si la personne se considère assez grand ou assez fort, assez résistante à votre égard? Point d'interrogation. En d'autres termes, Trump dit, vous allez signer la lettre ou bien je viens frapper. Faites le choix. La réponse de l'ayatollah Ali Khamenei est très similaire de la réponse du président. Il dit, on ne peut pas faire confiance à une personne qui vous a déçu dans le passé. Some bullying governments insist on negotiation, but their negotiation is not aimed at resolving issues, it's for domination. They'll raise new demands, and these new demands will certainly not be met by Iran regarding the country's defensive capabilities. Pourquoi dit-il ça? Ont-ils déjà été sujets à un désappointement dans le passé? Eh bien, oui. Écoutez. En effet, Donald Trump est en train de demander encore une fois ce qui s'est déjà fait dans le passé. Il y avait déjà un deal entre l'Iran et les États occidentaux dans le passé, avant son arrivée. En 2015, l'Iran avait signé un contrat avec le P5+1, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine et l'Allemagne. Ceci, évidemment, donnait une plateforme sur laquelle on pouvait se faire confiance. Alors cet accord était basé sur quoi? Il s'agissait ici de trouver un moyen à travers lequel l'Iran va atténuer sa production nucléaire ou sa capacité de créer une bombe atomique, tout en recevant en retour, c'est-à-dire des pays occidentaux, des faveurs et des allègements et des assouplissements des sanctions. L'Iran va arrêter son projet de développer une bombe nucléaire, en retour reçoit des faveurs, des ouvertures, des possibilités et l'assouplissement des sanctions sur certaines infrastructures iraniennes. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. Mais à l'arrivée de Donald Trump, il a éradiqué cela, disant non, on ne fera pas de contrat avec vous, c'est fini, on va vous imposer ce qu'on veut, sinon on vous bombarde. Et c'est à partir de là que l'Iran s'est retiré et l'Iran a commencé son développement. On va essayer de voir qu'est-ce que l'Iran avait comme contrat avec le P5+1 avant l'arrivée de Donald Trump. Cet accord s'appelait le Plan d'action global conjoint, ou le JCPOA, également connu sous le nom de l'accord nucléaire iranien. C'était un accord historique signé en juillet 2025 avec l'Iran et un groupe de puissances mondiales appelé le P5+1, donc les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine et l'Allemagne, et l'Union européenne. Quel était l'objectif de cet accord? L'objectif principal était de prévenir le développement des armes nucléaires par l'Iran. Et avec ça, évidemment, il fallait des restrictions sur l'enrichissement de l'uranium. L'Iran a accepté de limiter sa capacité d'enrichissement d'uranium à 3,6%, bien en dessous du seuil de 90% nécessaire pour produire l'uranium de qualité militaire. 3,67% était le top que l'Iran pouvait produire. Et c'était bien en dessous de 90% dont on a besoin pour développer les armes nucléaires. Donc l'Iran était d'accord. Ils avaient accepté de travailler avec les Occidentaux. Il fallait renforcer la surveillance internationale et la transparence. L'Iran a accepté de permettre à l'AIEA de réaliser des inspections régulières de ses installations nucléaires. L'AIEA aurait accès au site et pourrait effectuer des inspections pour vérifier que l'Iran respecte les termes des accords. C'est-à-dire l'Iran était ouvert. On va signer un contrat, un accord de paix. On va réduire la production de l'uranium à 3,67%. On va permettre à l'AIEA de venir inspecter et vérifier que nous respectons notre côté de l'accord. En retour, l'Europe lèverait progressivement les sanctions sur l'Iran. L'Europe avait promis d'élever les sanctions sur l'exportation des gaz et de pétrole. C'est-à-dire l'Iran, qui a beaucoup de gaz et de pétrole, avait désormais commencé à exporter son gaz et son pétrole. L'Europe avait aussi promis de faire des assouplissements sur les sanctions financières. C'est-à-dire les institutions financières telles que les banques pouvaient, en tout cas certains, déjà commencer à effectuer des transactions et tout le bazar, permettant ainsi à motiver, à injecter des fonds dans la société. Et ceci, évidemment, a rendu la vie beaucoup plus facile pour les citoyens normaux iraniens. Donc, exportation de pétrole autorisée, gaz autorisé, assouplissement sur les banques. Ceci a permis l'Iran à s'engager dans des transactions internationales. L'Europe avait décidé de libérer des actifs gelés de l'Iran. Il y avait à peu près 100 milliards de dollars en actifs qui étaient gelés, confisqués, parce que c'était l'Iran. Vous savez comment ça se fait généralement? Les forts confisquent ce qui appartient aux faibles, ou ce qui se pense être fort au moins le font, comme ils l'ont fait avec la Russie, et ils l'ont fait avec l'Iran. 100 milliards de dollars étaient confisqués. Une partie de cet argent et de ces actifs étaient retournés à l'Iran. Ils ont commencé à travailler en accord. L'Iran respectait la production de l'uranium à 3,67%. L'Iran s'assurait qu'il y avait des inspections régulières. En retour, l'Europe avait dégelé les actifs de l'Iran. L'Europe a permis à l'Iran de commencer à exporter son gaz et son pétrole. L'Europe a levé ou assoupli les sanctions sur les
institutions financières de l'Iran, y compris les banques, qui ont pu faire des transactions sur le plan international. Donc c'est un contrat qui fonctionnait bien. Mais à l'arrivée de Donald Trump, avec sa mégalomanie frénétique, il a mis un grand stop dans tout ça. The Iran deal is a disaster. I think it's terrible. One of the worst and most one-sided transactions. Cet accord a été signé en 2015, mais en 2018, Trump a aboli complètement tout ce qui a été signé. Donc il vient en brutalité et en puissance. Qu'est-ce que Trump fait? Trump augmente la présence militaire au Golfe Persique, déploiement massif de forces navales et des exercices militaires réguliers avec ses alliés. L'objectif de ceci, évidemment, c'était d'envoyer un message fort à l'Iran que si tu oses, on va te finir. En fait, beaucoup de personnes pensent que la raison pour laquelle Trump a fait ça, c'est parce que c'est un super supporter du pays qu'on ne cite pas. Et puisque l'Iran et ces pays-là ne sont pas tout à fait d'accord, Trump ferait n'importe quoi pour faire plaisir. Il a envoyé des bateaux, des navires de guerre, des militaires, des exercices réguliers pour intimider l'Iran, qui déjà, d'après beaucoup d'experts, avait commencé à s'aligner par rapport aux demandes du monde. Trump, pour montrer son show de force, a autorisé les frappes qui ont tué le général Qasim Soleimani, la tête de force kurde en Iran. Et beaucoup de personnes à l'époque pensaient que c'était le début de la Troisième Guerre mondiale. Just as Israel has the right of self-defense, the United States has exactly the same right. Qasim Soleimani is responsible for the death of American citizens and many other innocent people. He was planning more such attacks. President Trump deserves all the credit for acting swiftly, forcefully, decisively. Israel stands with the United States in its just struggle for peace, security and self-defense. Thank you. L'Iran a volé son drapeau rouge, c'était la guerre, tout le monde s'y attendait. C'était pas une très bonne décision de sa part, en tout cas. Mais comme Trump c'est Trump, il fallait garder la face aux yeux du monde. He should have been terminated long ago. Alors la question qui se pose ici, est-ce que l'Iran a le droit de douter de Trump aujourd'hui? Puisque déjà dans le passé, l'accord existait. Aujourd'hui, il s'emmène avec une nouvelle possibilité d'accord. Est-ce qu'une personne qui vous a déçu dans le passé vous décevra probablement dans le futur? C'est une possibilité. Alors, qu'est-ce que Donald Trump veut de l'Iran? Trump veut de contraintes plus sévères sur le programme nucléaire de l'Iran, avec des mécanismes de surveillance plus larges et des délais prolongés pour les restrictions sur l'enrichissement de l'uranium. Donald Trump a constamment exigé que l'Iran cesse de soutenir des groupes militants au Moyen-Orient, tels que Hezbollah, le Hamas et diverses fractions de l'Irak, Syrie et Yémen. Je vous rappelle ici que les Houthis du Yémen ont encore frappé un navire américain pour la 4e fois. Ça ne rigole pas. Ils n'ont pas peur du tout, ils ne sont pas intimidés. Après avoir été bombardés par des B-52, ils n'ont absolument pas reculé. Trump veut que ça s'arrête. Il considère comme menace non seulement pour la stabilité régionale, mais aussi pour la sécurité mondiale. Donc c'est quand même intéressant de voir. Les États-Unis ont des missiles balistiques. Oui. La France, l'Angleterre, oui. La Russie, pourquoi pas l'Iran? Point d'interrogation. Donc vous pouvez en avoir et les autres ne peuvent pas. Point d'interrogation. C'est-à-dire, si vous obéissez, vous ne développez pas vos bombes nucléaires, pas de missiles balistiques, si vous arrêtez de soutenir Hezbollah, Hamas et tout le bazar, si vous restez plus doux, alors dans ce cas, on va faire des allègements sur le plan économique et vous autoriser le travail. Chose qu'ils avaient déjà en 2015 avec le P5+1, il y avait un allègement économique, les entreprises iraniennes pouvaient fonctionner, certaines banques pouvaient opérer, ils pouvaient exporter leur gaz et leur pétrole, se faire de l'argent. Et l'Iran avait promis de ne pas développer, en tout cas enrichir son uranium au-delà de 3,67%. Il le faisait. Alors ont-ils raison de douter de Donald Trump? C'est une forte possibilité. Mais la question qui se pose ici, les amis, est celle-ci. Si Trump avait les capacités, il était certain que l'Iran est en incapacité de tenir contre les États-Unis d'Amérique et leurs alliés. Vous pensez qu'il serait là en train de regarder et d'essayer de négocier? Non, si Trump était totalement certain que les États-Unis écraseraient brutalement et immédiatement l'Iran en 2 frappes, penserez-vous qu'il serait là en train de négocier, essayant de trouver des solutions à l'amiable? Certainement pas. Il serait parti comme en Syrie, parti comme en Irak, parti comme ailleurs, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il est important qu'un pays, quoi qu'il en soit en mesure de se défendre. Même pour un homme, pour la même question. À mesure de se défendre, en capacité de réponse brutale quand c'est nécessaire. Cela poussera toute personne potentiellement en train de penser à vous détruire, de repenser leurs idées avant d'y aller. L'Iran dit aux États-Unis d'aller se faire foutre, faites ce que vous avez envie de faire, nous ne répondrons pas à vos demandes, nous ne sommes pas vos garçons de chambre. Si vous voulez négocier, venez dans la politesse. Ne nous imposez pas, ne nous faites pas de compte à rebours, disons 6 semaines pour répondre à la lettre, sinon on ne répondra pas. La France a tenté d'expulser 60 Algériens et l'Algérie vient de refuser de recevoir ces Algériens, accusant la France de ne pas suivre les processus nécessaires en cas de déportation.
Okay? Normalement, quand vous allez déporter quelqu'un, il y a des façons à travers lesquelles on le fait. On ne le fait pas n'importe comment. L'Algérie a essayé de déporter 60 Algériens en même temps. C'est-à-dire, prenez ces Algériens, mettez-les dans une boîte et envoyez-les en Algérie, sans essentiellement regarder le cas de chacun. Et l'Algérie dit, c'est inacceptable. Normalement, on regarde et on exploite le cas de chaque personne individuellement. On ne prend pas les gens comme ça, comme des souris, et puis bon, voilà, balancez-les chez le chat. L'Algérie ne le tolérera pas. La France est très en colère à travers son gouvernement et ont menacé de faire des sanctions et des rétaliations à l'égard de l'Algérie. Ce qui vient d'être fait d'ailleurs, en effet, la France vient de suspendre un visa agréé entre l'Algérie et la France. Un visa que recevaient les diplomates algériens. C'est-à-dire, un diplomate algérien pouvait partir en France et y résider pendant un temps sans avoir besoin d'un visa. C'était l'agrément qui était en cours entre l'Algérie et la France. Je vous rappelle ici que l'Algérie a été colonisée par la France. Vous le savez. Maintenant, la France a fait beaucoup d'histoires absolument négatives en Algérie. Absolument fausses. En 6 mois, la France a renvoyé plusieurs ressortissants algériens en Algérie. Et l'Algérie a refusé, disant, vous n'êtes pas algérien, vous êtes français, rentrez en France. Et ça crée une atmosphère absolument insoluble entre les deux pays. L'Algérie a été colonisée par la France. La France a fait beaucoup d'atrocités dans ce pays. Vous savez, le respect est très important, comme je le dis très souvent. Si vous ne vous respectez pas, on va vous traiter n'importe comment. Okay? Il y a un moment dans la vie où il faut refuser des traitements cheap, refuser de recevoir tout ce qu'il y a comme négligent, tout ce qui n'est pas à votre hauteur, au nom de la paix. La paix sans le respect ne vaut rien. L'Algérie dit à la France, non, vous ne pouvez pas prendre nos ressortissants et les envoyer comme ça. Beaucoup parmi eux vivent en France depuis des décennies. Comment ça se fait? L'Algérie a été colonisée par la France. La France arrivée en Algérie en fait beaucoup d'atrocités. Okay? Évidemment, ce sont des petits Algériens, ce ne sont pas des Blancs. On va les traiter comme on disait. La France a fait beaucoup de tests de bombes atomiques. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand les États-Unis et l'Angleterre avaient leurs bombes atomiques, la France voulait aussi avoir sa propre bombe atomique. Et les Américains, les Anglais n'étaient pas tout à fait d'accord par rapport à ça. Ils avaient l'impression que la France n'avait pas besoin d'avoir une bombe atomique. Parce que eux, les États-Unis et la Grande-Bretagne pouvaient accorder à la France la défense nécessaire dont la France avait besoin. Les Français, à travers De Gaulle, voulaient leur propre bombe atomique. Et ont commencé leur démarche, ont commencé leur recherche, ont recruté leurs propres gens et scientifiques pour faire des tests afin d'acquérir leur bombe atomique. Ces tests étaient-ils conduits en France? Absolument pas. Il fallait trouver un petit pays quelque part là-bas où les gens ne valent absolument pas la vie des Français pour faire des bombes atomiques et des tests. Ils sont partis en Algérie. On a conduit plusieurs tests, on a fait plusieurs explosions à plusieurs reprises et à plusieurs endroits. Il y a eu des explosions aériennes, des explosions sur terre, des explosions sous terre, dans l'objectif d'acquérir, de s'assurer que la bombe atomique était à la hauteur des bombes américaines et anglaises. Pendant ce temps, s'est passé beaucoup d'histoires. Les Français ont massacré, ont tué, ont tabassé, ont violé des femmes. Il y a eu une guerre entre Algériens et Français sur le territoire algérien. Okay? En fin de compte, les Algériens ont pu recevoir leur indépendance. Et c'est après ça que la France viendra, écoutez, ne vous en faites pas, on va être amis et tout le bazar. D'ailleurs, certains parmi vous peuvent venir en France et travailler dans des factories, ok, tout ça, il n'y a pas de souci. Et leurs enfants aussi peuvent venir vivre en France et résider sans difficulté. C'était l'agrément qu'il y avait entre la France et l'Algérie. Manifestement, vous savez comment ça se passe, je vous tabasse, je vous tue, je vous massacre, faire le gentil et tout le bazar. La France avait signé un accord avec l'Algérie permettant à beaucoup d'Algériens de vivre en France sans avoir besoin de quoi que ce soit. C'était quelque part en guise de reconnaissance de ce qui s'était passé entre la France et l'Algérie il y a très longtemps. Maintenant, en 2007, on a signé un accord qui permet aux Algériens diplomates d'aller passer du temps en France pendant un temps sans nécessairement avoir besoin d'un visa. Alors récemment, puisque l'Algérie a refusé d'accepter ces ressortissants qui étaient injustement refoulés, la France vient de suspendre cette histoire. Vous savez, quelqu'un disait, si vous allez à l'école, okay, vous échouez l'examen de maths, vous échouez celui de géographie, vous échouez l'examen de physique, vous échouez l'examen de biologie, que diriez-vous à la fin? Diriez-vous que le professeur de maths était méchant, celui de géographie était jaloux, celui de physique était inadéquat, ou on dira simplement que vous n'êtes pas intelligent? Lequel de deux est le plus probable? Que le professeur soit injuste, incorrect, ou que ce soit toi qui sois quelqu'un de non intelligent? Et généralement, vous verrez des gens en train de vous dire « Eh non, c'est le professeur de maths !» C'est souvent les femmes qui font ça. Non, excusez-moi, je dois vous dire la vérité. Ah, le gars là, il était narcissique. L'autre là, il était malade. Lui, c'était un fou. Mais attends, mais toi, tu étais quoi? Toi, tu étais quoi? Comment ça se fait 17 hommes à ton âge? Tu as changé 17 hommes sans compter ceux qui t'ont pris derrière la voiture. 17 hommes.
Ils étaient tous méchants, mauvais, narcissiques, jaloux, impatients. Ah, maman. Non, ok. Revenons à notre histoire d'Algérie. Alors, comment ça se fait que la France, aujourd'hui, se plaint disant qu'il y a un sentiment anti-français? Sentiment anti-français au Burkina Faso, anti-français au Mali, anti-français à je sais pas où. Mais attendez, regardez l'histoire. Il faut revenir dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait aux gens depuis très longtemps? Vous avez chicoté, tabassé, flagellé, abattu, détruit et tout le bazar. Il y a quand même, il doit y avoir quelque chose quelque part. Un sentiment de ressentiment à l'égard de ce que vous avez fait. Écoutez, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens oublient ce que vous avez fait dans le passé. Les gens là du pays qu'on ne cite pas, ont-ils oublié ce qui s'est passé en Allemagne? Ont-ils oublié? Non, ils n'ont pas oublié. Leur histoire s'est passée en 1945 d'ailleurs, où ils ont été maltraités, massacrés, tout le bazar. Jusqu'à aujourd'hui, ils célèbrent chaque année. Ils célèbrent ce qui s'est passé. Pour ne plus jamais que ça arrive. Et aussi jamais qu'ils oublient. Mais bon, puisque c'est des petits Africains, il faut oublier. Écoutez, il ne faut pas créer un sentiment anti-français après tout ce qu'on a fait en Algérie. Bref, ce qui se passe en Algérie aujourd'hui est une combinaison de beaucoup de choses. Parmi les histoires, il y a l'histoire du Sahara occidental. Le Sahara occidental est une partie de l'Afrique qui était colonisée par les Espagnols. En 1975, l'Espagne s'est retirée, mais la partie était réclamée par le Maroc. Mais ceux du Sahara occidental ne voulaient pas vivre sous le contrôle du Maroc. Ils ont donc voulu une certaine indépendance. Les Polisario étaient donc soutenus par l'Algérie dans ce cas. Et cela a créé des tensions entre le Maroc et l'Algérie pendant très longtemps. Pendant longtemps, M. Macron ne se prononçait pas à cette histoire. Ce n'est qu'à peine récemment, pour ressouder le lien de la France au Maroc, qu'il est parti au Maroc discutant et aussi soutenant le mouvement selon lequel le Maroc devrait récupérer le Sahara occidental. Alors les Algériens étaient frustrés par rapport à ça. Ils n'ont pas aimé ce mouvement d'Emmanuel Macron. Et Macron étant Macron, Macron, il manque de respect à tout le monde. Hein. Ils s'en foutent de vous. Alors, il a commencé... D'ailleurs, je veux vous envoyer des Algériens qui sont devenus français. On le renvoie chez vous. Il y a même eu des Algériens qui sont naturalisés français ou qui sont nés en France et ont un passeport français, qui ont fait quelques vidéos sur les médias sociaux et qui ont été refoulés. Et l'Algérie a dit non, on ne les reçoit pas, ils ne sont pas algériens. Ils sont français. Ce sont vos enfants. Vous ne pouvez pas le envoyer d'Algérie seulement parce que voilà, son visage est un peu machin. Non, attendez. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. L'Algérie va-t-elle se retirer puisque la France vient d'abolir le visa qu'il donnait aux diplomates algériens? L'Algérie en réciprocité va-t-il se retirer aussi de l'OIF comme l'a fait le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Comment est-ce qu'ils vont réagir? Point d'interrogation. Est-ce que la France peut se plaindre? La France de Macron peut-elle se plaindre en disant qu'il y a un sentiment anti-français? Avec le manque de respect récemment d'ailleurs de M. Macron en disant que les Africains n'ont pas de reconnaissance. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Le manque de reconnaissance n'est pas humain. Au Sierra Leone, le président vient de virer le ministre de l'immigration. Après qu'il y ait eu une vidéo qui est émergée sur Internet montrant le ministre en train de recevoir un cadeau d'un jeune homme au nom de Johannes Lekiger. Ok, je sais que son nom, je n'ai pas prononcé correctement, mais c'est Lekiger. Le jeune homme originaire de la Hollande, 33 ans d'âge, est recherché en Hollande. C'est un grand dealer de drogue, l'une des personnes les plus recherchées par la justice hollandaise. Il a été condamné en absentia à 24 ans de prison pour avoir inséré plus de 7000 kg de cocaïne. 7000 kg de cocaïne dans le pays. 24 ans de prison. Ok, lui attend. Le président vient de révoquer le ministre de l'immigration de son pays après qu'une vidéo ait émergé où le ministre recevait un cadeau venant de ce jeune homme. Pourquoi ça pose problème? Il y a quelques semaines, le gouvernement hollandais demandait au gouvernement sierra-léonais de renvoyer ce gars pour qu'il parte faire face à la justice. Les Hollandais ont demandé, s'il vous plaît, renvoyez-nous ce monsieur. Nous savons que nous n'avons pas de contrat comme ça, d'extradition, mais nous vous demandons gentiment de renvoyer ce gars. Qu'est-ce que le gouvernement sierra-léonais a dit à travers son ministre de l'immigration? Il a dit qu'après vérification, on n'a pas trouvé de nom indiquant Johannes Lekiger ici dans notre pays. Il n'y en a pas. La personne que vous avez vue dans la vidéo, dans l'église, assis à côté de la fille du président de la République en train de se faire des amourettes, n'est pas le Johannes Lekiger, comme vous le dites. Évidemment, beaucoup de gens suspectent que ce jeune homme de 33 ans, venu en Afrique, au Sierra Leone, est devenu le petit ami de la fille du président de la République. Vous voyez ce que l'argent peut faire? L'argent est dangereux. Combien de fois vous connaissez, vous avez déjà vu l'histoire où d'un papa africain accepte de voir sa fille avec son petit copain? Petit copain à côté de lui. Pas fiancé, petit copain. L'argent.
Quand il y a l'argent, il y a même un monsieur, enfin bref, je ne vais pas entendre ça. L'argent est très dangereux. Alors, essayons d'examiner ici pour comprendre. On a demandé au gouvernement sierra-léonais de renvoyer le monsieur. Le gouvernement a dit non, ce n'est pas lui. Celui que vous avez vu dans la vidéo s'appelle Mohamed quelque chose. Ce n'est pas Johannes Ledjiker. D'accord? Johannes Ledjiker aurait inséré en Europe plus de 7000 kg de cocaïne. Ça, c'est beaucoup d'argent. Numéro 2, nous faisons notre propre investigation. La partie de l'Afrique de l'Ouest là, est reconnue comme un point d'escale pour beaucoup de transactions de narcotiques venant de l'Amérique du Sud vers l'Europe. Donc, on peut estimer que si ce garçon a eu entre ses mains 7000 kg de cocaïne, qu'il soit impliqué dans cette histoire, dans cette transaction. Il a choisi numéro 3, seulement le Sierra Leone, pour aller y habiter. Parce qu'il était en Turquie avant. Il a quitté pour partir au Sierra Leone. Numéro 4. Un ambassadeur sierra-léonais était arrêté au Libéria avec un sac rempli de cocaïne. Le gouvernement sierra-léonais a rappelé l'ambassadeur dans le pays. Évidemment, ça fait la honte. Ambassadeur avec du cocaïne, comment ça se fait? Numéro 5. Il y a eu des accusations selon lesquelles l'entourage du président serait impliqué dans une histoire de drogue. Numéro 6. Le chef de l'immigration dit aux Hollandais de ne pas connaître le monsieur dont il cherche. Et ensuite, on le retrouve dans une vidéo avec le même monsieur dont il dit ne pas reconnaître. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça ne vous donne pas l'impression que le gouvernement serait impliqué à travers le président? Probablement. Est-ce une probabilité que ces gens soient impliqués dans cette histoire? Et pour nettoyer le visage, ok, nettoyer l'apparence du pays, le président a dit, bon petit, comme on vient de découvrir que toi tu connais le monsieur, on va te mettre à côté. Mais on va te donner une autre fonction quelque part ailleurs. Est-ce une possibilité? L'Algérie repousse la France, disant, vous n'allez pas nous intimider. Si vous voulez refouler nos gens, faites-le dans les moyens nécessaires qui sont... Il ne faut pas refouler les gens imbécilement seulement parce qu'ils sont algériens. Il faut respecter la loi. La France, en rétaliation, suspend le visa que recevaient les diplomates algériens. Ça ne sera plus valide. Et comment est-ce que l'Algérie va réagir? Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe? La présence de Donald Trump a changé beaucoup de choses aujourd'hui. On va essayer de voir très rapidement quels sont les changements qui sont évidents. Alors, un mouvement à gagner de traction, c'est un mouvement de boycott. On est en train de boycotter des produits américains dans beaucoup des pays européens. Le Danemark, évidemment, est à la tête en train de boycotter des produits américains, y compris Coca-Cola, Tesla et beaucoup d'autres choses. Le boycott est évident et manifeste. Pourquoi le Danemark le fait? En rétaliation contre les paroles sorties par Donald Trump désirant d'acquérir Groenland, annexer Groenland. Trump a fait savoir son désir d'annexer Groenland. Cette grande partie de terre que vous voyez ici s'appelle Groenland. Et Groenland, depuis plus de 800 ans, a été sous l'autorité ou le contrôle du Danemark. Donald Trump soudainement décide que le Danemark n'est pas assez adéquat pour contrôler Groenland. C'est un petit pays qui a besoin d'être annexé. Il a aussi signifié que les États-Unis étaient prêts à le faire, même de force. Ils n'ont donc pas besoin d'autorisation de qui que ce soit ou de l'Union européenne pour le faire. Le Groenland est un endroit merveilleux. Nous en avons besoin pour assurer la sécurité internationale. Et je suis certain que le Danemark acceptera. Je pense que conserver le Groenland lui coûte très cher. Comme vous le savez, les habitants du Groenland ne sont pas satisfaits du Danemark. À mon avis, ils nous apprécient. Nous avons eu des représentants. Mon fils et des représentants y sont allés il y a 15 jours. Et ils nous aiment bien. Nous verrons ce qui va se passer. Mais le Groenland est nécessaire. Pas pour nous, mais pour la sécurité internationale. Les dirigeants danois se sont exprimés dans leur colère, accusant l'attitude menaçante de Trump. Mais Trump, évidemment, en tant que Trump, ils s'en fout éperdument. Ils ont déjà commencé une préparation pour envoyer des militaires pour aller se situer à Groenland. Parlant d'un pays occidental qui menace d'autres pays occidentaux, à l'occurrence Groenland. La France vient d'envoyer des militaires à Groenland. Quelle en est la raison? Pour l'interrogation. Est-ce pour résister aux Américains? On se pose la question. Parce que la France, évidemment, a signifié sa solidarité à l'égard du Danemark en ce qui concerne la menace de Donald Trump. Alors, les Français sont-ils en train de partir à Groenland dans l'objectif de s'opposer aux Américains? Ou simplement de montrer une certaine forme de solidarité en déployant eux-mêmes leurs ailes? C'est-à-dire, sommes-nous en train de revoir une nouvelle France indépendante dans son attitude, dans sa politique internationale? Le sentiment de boycott est en train de s'étendre. Depuis le Canada, le Danemark, l'Europe est en train de s'aligner dans ce sentiment. Je rappelle qu'il y a quelques temps, les États-Unis ont imposé des tarifs de 25% au Canada. 25% pour le Canada, 25% pour le Mexique, et ça va commencer. Ils doivent donc construire leurs usines automobiles et d'autres choses aux États-Unis sur lesquelles ils n'auront pas de tarifs. Vous savez, les Canadiens et les Américains sont comme frères. On a quelquefois l'impression que c'est un même pays. Alors Donald Trump a aussi, pour menacer le Canada, dit que le Canada serait annexé aux États-Unis d'Amérique. C'est quand même irrespectueux à l'égard d'un président de la République. Alors Trump a dit que le Canada est aussi la raison pour laquelle il y a des immigrations illégales dans son pays
qu'il y a l'importation de drogue, qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Même en France, il y a des manifestations similaires. En France, sur Facebook, on a créé le groupe intitulé « Boycotter les États-Unis, acheter français et européens ». C'est-à-dire, beaucoup de supermarchés en Europe ont commencé à placer des signes, c'est-à-dire une étoile noire sur leurs produits pour certifier que le produit est en effet européen. Okay? C'est une façon d'ostraciser les produits américains. Donc en Europe, on commence déjà à placer, on ne dit pas n'achète pas américain, on met un signe, une étoile noire. Quand vous voyez l'étoile noire, c'est-à-dire dans ce produit a été produit, manufacturé en Europe. Vous pouvez l'acheter. S'il n'y a pas l'étoile noire, les gens n'achètent pas. C'est une façon de boycotter les États-Unis. L'Europe, déçue par l'attitude de Trump, décide de refaire son armée. L'Union européenne vient de voter un budget de 800 milliards de dollars à dépenser en 4 ans pour rétablir une Europe armée et forte, pour que les Européens acquièrent leurs propres missiles de défense, des anti-aériens, des missiles d'attaque et tous les équipements nécessaires pour avoir une Europe forte et sereine. Nous sommes dans une ère de réarmement et l'Europe est prête à augmenter massivement ses dépenses de défense, à la fois pour répondre à l'urgence à court terme d'agir et de soutenir l'Ukraine, mais aussi pour répondre à la nécessité à long terme d'assumer une plus grande responsabilité pour notre propre sécurité européenne. C'est-à-dire, pendant très longtemps, on a laissé notre défense entre les mains des étrangers. Maintenant, on réalise que, voilà, on ne peut malheureusement pas faire confiance à qui que ce soit pour toujours. La confiance est une histoire qu'on arrose. C'est un peu comme des fleurs. Ça doit être arrosé constamment, entretenu. C'est comme un jardin. La confiance, ça arrose. La confiance n'est pas indéfinie. Alors, une amitié, quelle qu'en soit sa valeur, doit toujours être testée. Ce sont les tests réguliers qui affirment et certifient la santé de l'amitié. C'est-à-dire, on ne peut pas faire confiance à une personne pour toujours. Okay? Parce que la loyauté d'une personne dans le passé n'est pas essentiellement une loyauté permanente. Le fait qu'une personne soit loyale ou eût été loyale à vous quelquefois dans le passé ne veut pas essentiellement dire qu'elle sera toujours loyale aujourd'hui ou qu'elle est aujourd'hui. Les gens changent, leurs objectifs changent, leurs intérêts changent. Okay? La raison pour laquelle les États-Unis devaient être fidèles à l'Europe dans le passé ne sont peut-être pas évidents aujourd'hui. Okay? Dans le passé, c'était pour une certaine protection. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Même dans les amitiés, il est nécessaire de toujours tester la loyauté des gens. Okay? Ce n'est pas parce qu'elle a été ton amie depuis ton enfance qu'elle est autant ton amie aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez passé du moment agréable à l'école primaire qu'elle vous aime et qu'elle a votre intérêt dans son cœur. Le Canada examine activement son accord d'achat de 88 avions de combat F-35 auprès de Lockheed Martin, une décision influencée par les récentes tensions commerciales avec les États-Unis sous la présidence de Trump. C'est-à-dire, beaucoup de pays européens et occidentaux reçoivent des armements venant des États-Unis d'Amérique. Okay, il y a Lockheed Martin, il y a Raytheon, il y a Boeing et autres bazars qui produisent et fournissent beaucoup de pays européens et occidentaux des éléments nécessaires, des équipements pour leur interopérabilité, c'est-à-dire leur capacité de travailler ensemble, pays différents, mais en capacité de travailler de manière commune en tant que membres de l'OTAN. Alors, ces entreprises, pour la plupart des cas, en tout cas pas tout, mais la grande partie, sont aux États-Unis d'Amérique. Et ceci, évidemment, influence positivement l'économie américaine. Alors, maintenant, beaucoup de pays se retirent de cette histoire. Le Canada reconsidère son achat de F-35, puisque Donald Trump est en train de mettre la pression sur tout le monde. Bon, dans ce cas, on ne va pas acheter. Ils sont en train de voir une possibilité de pouvoir en produire eux-mêmes ou peut-être en acheter ailleurs. La France aussi a complètement refusé, rejeté d'acheter les F-35 pour prioriser leurs propres avions de génération suivante. Ce qu'on voit ici, les amis, ce sont des gens qui se prennent en charge. C'est un peu comme si vous viviez pendant longtemps chez quelqu'un. Okay? Vous dormiez, vous rentrez, vous travaillez, enfin, il y a quand même à manger et tout le bazar. Vous vivez chez quelqu'un. Puis finalement, la personne commence à devenir très impolie. Et vous réalisez que, oh, comment il faut faire? Il faut chercher un moyen de retrouver votre liberté. Puisque voilà, on vous dit, il faut rentrer à la maison à 17h. Si vous venez après 17h, papa est déjà entré, il ne faut pas entrer. Vous faites quoi? C'est exactement ça. Mais d'autre part, autant Trump a montré à tout le monde que conquérir de terres ou ravir des terres à d'autres personnes n'est pas une exclusivité russe, comme on le prétendait. Les Occidentaux en sont capables aussi. Voilà Trump qui réclame pas seulement Groenland, il veut aussi une partie du Mexique. Mais d'autre part, M. Trump est en train de travailler assidûment pour essayer de trouver la paix en Ukraine. Mais la question qui se pose ici, l'objectif était vraiment de trouver la paix en Ukraine ou l'objectif était plutôt de faire un maximum de gains pour les États-Unis d'Amérique, en gagnant 50% des ressources ukrainiennes en compensation à l'aide qu'a fourni les États-Unis à l'Ukraine. Donc, on peut vous pousser vers une guerre, okay, vous fournir les armes nécessaires.
pour finalement vous dire, il vous faut payer. Hein. Parce que voilà, nous ne sommes pas la charité. Trump veut-il vraiment la paix? Ou bien son objectif, c'est cette paix conditionnée par l'Ukraine nous donne 50%. S'il n'y a pas 50%, on vous laisse écraser. L'autre question peut-être faudrait être posée différemment. Donald Trump aurait-il le même engouement de vouloir finir la guerre en Ukraine si l'Ukraine ne disponibilisait pas 50% de ses biens souterrains? Point d'interrogation. Boycott international en Europe contre les États-Unis d'Amérique, ils sont en train de se repousser. Ont-ils raison de le faire? Qui sont les méchants dans cette histoire? Est-ce Donald Trump le méchant parce qu'il est en train d'intimider tout le monde? Ou bien les méchants sont ceux qui veulent aller commencer une troisième guerre mondiale? Faudrait-il avoir une personne à la tête de la République américaine qui soit quelquefois indélicat dans ses paroles, mais pas tout à fait belliqueux au point de commencer une troisième guerre mondiale, que d'avoir des gens qui paraissent généreux, gentils, sympathiques, conscients, qui sont prêts de commencer une troisième guerre mondiale et l'imposer à tout le monde? Plusieurs experts de combat sont d'accord. Quelquefois, l'homme confronté aux difficultés les plus arides, c'est-à-dire quand un groupe de personnes combattent dans une guerre et qui sont coincés quelque part, en incapacité de se sortir parce qu'il n'y a pas de couloir de sortie. C'est-à-dire un adversaire coincé dans un coin et n'ont aucune possibilité de s'enfuir, sortira tout ce qu'il a comme tripe, tout ce qu'il a comme pouvoir. Et c'est souvent comme ça, d'après l'histoire, que beaucoup de guerres ont changé de vapeur. C'est un peu comme un chien que tout le monde moque parce qu'on pense que le chien n'est pas méchant. Qu'est-ce qui arrive quand vous le coincez contre un mur et que le chien n'a nulle part où partir? Il finira par mordre. La Russie vient de frapper encore une fois un bombardement frénétique et incroyable sur l'Ukraine. Tout ceci s'est passé dans la ville portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Odessa a été la proie des flammes jeudi soir, des explosions effrénées sortant de partout. Et ceci quelques heures après que le président américain eut exprimé son optimisme quant à la fin de la guerre en Ukraine. Alors M. Poutine a-t-il violé cet optimisme ou cette discussion qu'ils ont eue avec Donald Trump en frappant frénétiquement Odessa avec plusieurs bombes et plusieurs drones? Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent ce qui semble être des infrastructures civiles en feu et d'énormes panaches de fumée s'élevant au-dessus de la ville, des explosions incroyables. Évidemment, on nous montre des buildings qui paraissent être des buildings civils, qui sont en feu et en flammes. Est-ce une réalité ou une propagande? Point d'interrogation. Vous savez, on peut bombarder actuellement des cibles légitimes et aussi, par la même occasion, allumer quelques buildings pour donner l'impression que ce sont les attaques qui ont fait ça. Ce n'est pas pour dire que c'est ça le fait, ça peut aussi dire que la Russie a vraiment frappé sur des infrastructures civiles. Alors pourquoi c'est important? C'est parce qu'ils ont eu un accord, en tout cas un accord verbal jusque-là, de ne plus frapper les infrastructures civiles, seulement se concentrer sur des points militaires. La vidéo évidemment jusque-là n'a pas encore été vérifiée, mais c'est ce qui se passe actuellement sur Odessa. Pendant ces frappes, quelque chose de très intéressant s'est passé. Il y avait la présence du président tchèque, Petr Pavel. Bon, généralement on se dirait que s'il y a un président étranger visitant un pays qui est votre ennemi, vous éviterez peut-être de frapper à l'endroit où il se trouve ou dans les proximités de sa présence pour pas que vous soyez en guerre directe avec cette personne. Sinon, les frappes n'ont pas arrêté. On a cogné exactement dans les proximités du président tchèque, Petr Pavel. Et je sais que vous vous posez la question aussi de savoir pourquoi les Russes feraient une telle chose. Petr Pavel n'est pas tout à fait l'ami de Poutine. Le président tchèque se trouvait dans la ville portuaire d'Odessa en visite officielle au moment de l'attaque. Et aussi, dans le passé, Petr Pavel a déclaré sur Twitter que son pays fournissait des fournitures médicales, des armes, des brouilleurs de drones mobiles, ainsi qu'une aide de préservation à la patrimoine culturel de l'Ukraine. Donc son pays jusque-là a été très impliqué, mais du côté ukrainien, en soutien. Évidemment, l'ami de mon ennemi n'est pas tout à fait mon ami. Voilà ce que le président tchèque a dit après le bombardement. Je suis venu en Ukraine pour souligner que même dans une époque de changement dynamique, le soutien tchèque demeure, continuera et que nous avons l'intention de contribuer à la reconstruction du pays après la guerre. Évidemment, c'est un soutien indéniable, un soutien fort. Bon, manifestement, beaucoup de personnes veulent que la guerre continue pour finalement avoir le contrat de reconstruction, n'est-ce pas? Si on veut avoir un contrat de reconstruction, on ne veut pas que la guerre se finisse. Enfin, bref, si votre entreprise se fait de l'argent à travers la reconstruction, voudriez-vous reconstruire cette maison ou reconstruire 700 maisons? Non, vous faites de l'argent avec la reconstruction ou avoir un contrat de reconstruction de 700 maisons. Évidemment, vous préférez beaucoup plus de maisons pour vous faire de l'argent. En d'autres termes, on souhaite que la guerre continue. Donc voilà, la Russie a frappé très fort avec plus de 200 drones, même dans la région de Kirovohrad, dans le centre de l'Ukraine. Ceci évidemment blessant 10 personnes, dont 4 enfants, et endommageant des habitations, une église et des infrastructures clés, a déclaré M. Zelensky. Bon, il est essentiel, vous savez, généralement, dans une guerre, de déclarer le nombre de civils qui sont morts, les enfants et les mamans.
Pourquoi? Ça pourrait être une vérité ou ça pourrait simplement être une forme de propagande. Les Ukrainiens le font, les Russes aussi le font. Alors pourquoi cette attaque se fait malgré que Trump et Poutine avaient discuté au téléphone quelques heures plus tôt? La raison évidente d'après certains experts est le fait que l'Ukraine, avant que la Russie ne fasse quoi que ce soit, avait bombardé la base militaire Engels. Engels est une base aérienne où se stationnent les bombardiers russes les plus sophistiqués. Ces bombardiers russes évidemment ont des capacités nucléaires. Donc c'est une base où on garde les avions russes, les White Swan, les avions les plus dangereux de bombardement. À capacité nucléaire, les Ukrainiens ont attaqué ça à 700 km de la frontière ukrainienne, juste après la discussion entre Trump et Zelensky au téléphone. Cette discussion qui apparemment était le début d'un potentiel cessez-le-feu. Alors, qui a violé le cessez-le-feu? Parce que les Russes, d'après eux, ont répliqué, ils ont rétalié à cette explosion en bombardant aussi dans l'Ukraine. Les images de satellites ont montré des cratères et des bunkers endommagés sur la base bombardier stratégique russe Engels, après que l'Ukraine l'a frappé avec des drones jeudi. L'attaque a provoqué une forte explosion et un incendie. La base d'Engels abrite des bombardiers stratégiques lourds russes, Tupolev Tu-160 à capacité nucléaire. Vous savez, quand vous avez des armes avancées, il faudrait les garder quelque part. Avec la capacité technologique d'aujourd'hui, on peut repérer où se situent vos armes avec les satellites aussi facilement qu'un SMS. Donc, les satellites bougent et ça voit. On ne peut pas se protéger. La seule façon de se protéger des satellites adverses, c'est de mettre des parapluies au-dessus de tout le pays. Mais comme ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour protéger ces infrastructures, il faut créer des bunkers. Des bunkers qui quelquefois peuvent être secrets. Et là-bas, y placer les choses les plus élémentaires ou les choses les plus importantes. Et là-bas, y placer les armes les plus importantes. C'est exactement ce que fait l'Iran. L'Iran, depuis plusieurs années, protège tout ce qu'ils ont comme capacité de force sous les terres pour éviter les explosions venant du pays qu'on ne cite pas ou des États-Unis d'Amérique. Ce sont des bunkers qui sont renforcés de sorte à ne pas être explosés, à ne pas être détruits. Mais les bunkers ont été endommagés à travers cette histoire d'après les images satellitaires. Ces bunkers cachent quoi? Pour l'interrogation. Cette base militaire abrite des avions à capacité nucléaire. Alors y aurait-il des bombes nucléaires dans cette base? Point d'interrogation. Ou peut-être qu'il y aurait des bombes nucléaires mais qui ont été désamorcées. Généralement, la drogue profonde provient de l'Amérique du Sud. Souvent transitée par l'Afrique, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest et ensuite pour l'Europe. Quelquefois pour la consommation locale en Afrique. Mais pour la plupart des cas, c'est pour aller en Europe. Maintenant, nous avons un cas très intéressant ici au Kenya, où on vient de démanteler un système ou des laboratoires de drogue. Instaurés par qui? Par des cartels mexicains. Cartels mexicains au Kenya. C'est choquant et c'est bouleversant. Au mois de septembre, un laboratoire de production de méthamphétamine, un drogue synthétique mortelle, a été démantelé par la police kenyane. Ceci, évidemment, a été impulsé par le département de sécurité américain. Ce sont les Américains qui ont fait leur enquête. Les Américains, dans leur service de renseignement, ont informé les services kenyans de la présence des laboratoires de fabrication de méthamphétamine au Kenya par des Mexicains cartels. Incroyable. Les autorités kenyanes, en collaboration avec les partenaires internationaux, ont démantelé un laboratoire de production de méthamphétamine à Namanga, une ville proche de la frontière entre le Kenya et la Tanzanie. Vous le voyez ici sur la carte. Cette opération est liée au cartel Jalisco Nova Generación. Le laboratoire en était apparemment au premier stade de sa mise en place, avec des échantillons et des structures en place, mais n'était pas encore pleinement opérationnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 6 individus ont été arrêtés. Quelles sont ces personnes? Des ressortissants mexicains et des ressortissants nigérians dans le cartel. Incroyable, Mexicains et Nigérians. C'est bizarre, vous savez, le Nigeria a une très mauvaise réputation en ce qui concerne le money laundering, blanchiment d'argent, trafic d'humains, trafic de drogue, c'est incroyable. En fait, il y a une partie du Nigeria. Généralement, on parle de Nigérians, mais les Nigérians vous parleront d'une tribu spécifique nigériane, où les gens font n'importe quoi pour l'argent. N'importe quoi. Ils feraient n'importe quoi. Ce sont généralement ceux qui sont arrêtés dans des histoires de fraude. Il y a un grand Nigérian là qui était très connu là, dans les réseaux, dans les médias sociaux. Un monsieur là qui flambait, roulait carrosse, montrait ses voitures, ses grosses maisons, et du Gucci, du lundi au 30. Il a été arrêté pour des histoires très similaires. Et apparemment, ce sont des gens qui proviennent d'une même tribu. Vous savez, quand on parle de stéréotypes, bon, ça me fait rire. Oh non, tu stéréotypes en disant que les Camerounais sont impolis. Non, mais attendez, combien les Camerounais sont impolis? Les Camerounais, vous avez déjà parlé aux Camerounais, même les femmes. Une femme qui insulte un autre humain, disons les saletés d'entre les jambes de ta mère. Hein? Les saletés, au pluriel. Vous comprenez, les saletés qui sont entre
Comment une personne normale pourrait arriver au point de réfléchir? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire ancestrale de cette période? C'est la personne qui t'a offensé devant toi. Toi, tu insultes les saletés pourries d'entre les jambes de ça. Et ce n'est pas un cas éloigné. Écoutez, il faut aller sur Internet pour voir. Quand un Camerounais insulte un Ivoirien, et quand ils ont insulté le chanteur ivoirien, c'est une nation, c'est une culture. L'insulte, ça fait partie de l'identité. C'est normal. Et puis après, quand vous investiguez, vous remarquez qu'au Cameroun, même les avocats sont tabassés par des militaires. Ils sont abusés, déshabillés, dénudés. On comprend, c'est un problème plutôt psychologique. Quand il y a un mal psychologique profond, on est en incapacité de réclamer ses droits. Le premier endroit où on trouve une certaine liberté d'expression, qui est Facebook, on peut facilement commencer à raconter des tropes. Enfin, voilà, il faut se lâcher. Bref, quand on parle de stéréotypes, c'est faux. Hein. Stéréotypes, ce n'est généralement pas tout le monde, mais c'est la grande majorité. Okay? Quand on dit que les gens dansent, il y a le pays, la République démocratique du Congo, les gens dansent. Est-ce que si on dit que les Congolais dansent, c'est stéréotypé? Non, ce n'est pas stéréotypé. Y a-t-il certains Congolais qui dansent pas? Oui, certes, il faudrait toujours des bouches pour confidentialiser une théorie. Donc, il doit y avoir des abstentions pour que la théorie soit vraie. Alors, les Nigérians dans cette histoire sont des gens qui généralement sont impliqués dans des choses complètement négatives. Voilà pourquoi ils sont rejetés partout. Hein. In terms of corruption, Nigeria has a reputation, as you understand very well, for very massive corruption. I also know that the president has been able to cut that down very substantially. Un Nigérian à Dubaï, on le scrute comme pas possible. On le cherche, on le fouille. Et ils sont étonnés de dire, oh, pourquoi les gens n'aiment pas les Nigériens. Enfin, bref, c'est incroyable. On n'a pas dit Kenyan, on n'a pas dit Tanzanien, on a dit Mexicain et Nigérian. N'est-ce pas? On n'a pas parlé des Kenyans ni des Tanzaniens. Regardez la proximité. Regardez la distance depuis le Nigeria au Kenya. Regardez la distance. Il y a eu de fortes probabilités qu'il y ait un Ougandais impliqué. Forte probabilité qu'il y ait un Tanzanien. Forte probabilité qu'il y ait un Somalien. Mais il n'y en a pas. Mais ceux qui sont impliqués dans cette histoire de drogue sont Nigérians. C'est choquant. Alors, qui est ce groupe dont on a peur? Cartel Jalisco Nouvelle Génération. Jalisco Nouvelle Génération en français, sont souvent abrégé CJNG, est un cartel de drogue mexicain puissant, violent, originaire de l'état de Jalisco au Mexique. C'est l'un des cartels les plus dangereux et les plus influents du Mexique, connu pour ses tactiques violentes et son implication dans le trafic de drogue à grande échelle et de blanchiment d'argent et de crimes organisés. Vous vous emmenez sur le continent, ces gens-là. Vous savez comment on gère le Mexique? Est-ce que vous vous rendez compte qu'au Mexique, les cartels ne sont même pas contrôlés par l'État? Donc l'armée est en incapacité de contrôler les cartels. Les gens des cartels ont tellement de pouvoir. Ils ont des armées, ils ont des militaires, ils ont les armements pour faire face à l'armée. Et ce sont des gens qui massacrent des humains. Et si on ne te trouve pas, on cherche ta mère, ton père, ton cousin, ton fils. Et vous voulez importer ces gens-là en Afrique. S'ils réussissent au Kenya, c'est ça que le début. Ils voudront aussi aller en Côte d'Ivoire. Ensuite au Ghana, ou peut-être au Cameroun, enfin pas au Cameroun, il n'y a pas d'argent, mais bref, ils voudront aller ailleurs, ok? Comment ça se fait qu'ils sont installés quelque part entre le Kenya et la Tanzanie? Évidemment, beaucoup de personnes questionnent le gouvernement kényan. Le gouvernement a été critiqué pour sa gestion des affaires de trafic de drogue, notamment en raison de son faible taux de poursuite et de condamnation. Des facteurs tels que la corruption, la porosité de frontières et la situation stratégique du Kenya le long des principales routes de trafic de drogue contribuent à la persistance de ce problème. Les efforts visant à relever le défi comprennent le renforcement de la sécurité aux frontières, le renforcement des cadres juridiques et la collaboration avec des partenaires internationaux pour lutter contre les réseaux de trafic de drogue. Beaucoup de personnes pensent que le gouvernement kényan, en tout cas certains acteurs du gouvernement kényan, sont impliqués dans cette histoire. Ce n'est pas nouveau parce que quelque part, récemment, la Hollande a demandé l'extradition d'un jeune Hollandais qui était condamné pour trafic de drogue. Le ministre de la Justice et de Sécurité des Pays-Bas, Danny Weel, a publié un message sur Twitter. Aujourd'hui, la demande d'extradition néerlandaise du criminel de drogue Jos Leijdeker a été remise aux autorités de Sierra Leone. J'espère que les autorités sierra-léonaises agiront rapidement et qu'elles seront à nos côtés dans cette lutte contre la criminalité internationale organisée. Le jeune monsieur aurait importé à hauteur de 7000 kg de cocaïne en Europe. Il est recherché. Les Desker ou les Keder, un truc comme ça. Le garçon a été retrouvé dans une vidéo où il était assis à côté de la fille du président du Sierra Leone. Maintenant, vous voulez me dire que
le cercle du président de Sierra Leone, où les services de sécurité et de renseignement n'étaient pas au courant de l'identité de ce monsieur qui est recherché en Europe pour trafic de drogue. Et le monsieur serait à proximité de la fille du président, en train de faire amourette et tout le bazar. Attendez, il faut se poser des questions. En Sierra Leone, on sait que l'ambassadeur sierra-léonais au Libéria était arrêté avec une mallette pleine de drogue. Un ambassadeur a été arrêté, imaginez, parce qu'il y avait certainement un renseignement. Vous savez, la diplomatie, généralement, n'autorise pas les arrêts des ambassadeurs. Mais le monsieur était arrêté, on a trouvé des mallettes de drogue. Bon, si l'ambassadeur a des mallettes de drogue, et qu'il y a la fille du président de la République qui a à ses côtés un jeune monsieur qui est reconnu pour trafic de drogue, recherché dans le monde. Ensuite, le ministre de l'Immigration qui a répondu aux Hollandais disant « La personne que vous cherchez là n'est pas ici. La personne que vous avez vue dans les vidéos, ce n'est pas lui. Celui-là s'appelle Mohamed. Il s'appelle pas Likeder. Ce n'est pas la personne que vous cherchez. » Et quelques jours plus tard, on a retrouvé une vidéo dans les réseaux sociaux, puisque les gens ne sont pas très intelligents. Tu dis ne pas connaître quelqu'un, mais tu publies une vidéo dans les réseaux sociaux où le monsieur est en train d'offrir des cadeaux. La même personne dont tu disais ne pas connaître. La même personne dont tu disais l'immigration ne reconnaît pas. Mais soudainement, vous êtes ensemble, il te donne des cadeaux. Et tu célèbres ton anniversaire. Félicitations. Les gens sont bêtes. Hein. Voilà comment il y a un autre monsieur là, quelque part en Afrique du Sud. Il est parti dévaliser des banques à plusieurs reprises. Mais c'était juste à l'arrivée d'Instagram. Il a fait beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'il a commencé à faire? À montrer l'argent qu'il a sur Instagram. Jouer le riche. Montrer des voitures, tout bazar. On va dire, ah, non, ce garçon, on le connaît. L'argent, il est sorti où? Alors, c'était comme ça. Alors, on se pose la question de savoir, avec tout ce qu'on a comme un élément, est-ce qu'on ne peut pas commencer à suspecter que le gouvernement sierra-léonais est peut-être impliqué dans une histoire de drogue? Est-ce que ça serait complètement absurde de penser que les membres du gouvernement pourraient se mettre ensemble pour se faire de l'argent en extra en facilitant la drogue? On sait que la drogue, généralement, dans le monde, provient de l'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Ok. Alors, il faut que ça se stationne quelque part en Afrique de l'Ouest. Et si on se portait garant en étant l'homme au pouvoir, bon, vous emmenez vos drogues ici, il n'y a pas de souci, mais je veux mon pourcentage pour faciliter le transit vers l'Europe. C'est une possibilité. Alors si on peut en dire autant pour le Sierra Leone, on ne peut pas en dire autant pour les Kenyans, par exemple, qui essaient de faciliter cette implantation d'un cartel mexicain. Mais ça, c'est dangereux parce que là, ce n'est pas une histoire, on vous envoie un colis. Ok? Le cartel vient se positionner dans votre pays. On va commencer à massacrer des gens, ça rigole pas là-bas. Et en parlant de drogue, avant de continuer, la Chine a exécuté 4 citoyens canadiens pour infractions liées à la drogue cette année. Incroyable. Malgré les multiples appels à la clémence par le gouvernement canadien, les 4 personnes ont été exécutées. Bien entendu, nous condamnons de façon extrêmement ferme l'exécution de Canadiens. Il s'agit de 4 Canadiens qui faisaient face à des accusations criminelles en Chine. À plusieurs reprises, j'ai demandé la clémence de la part du gouvernement chinois pour que justement ces Canadiens-là soient protégés. Ça ne rigole pas. Il y a beaucoup d'Africains qui sont emprisonnés en Chine actuellement. Il y a même eu une jeune Kenyane qui a été exécutée, mais ça c'était au Vietnam, pour avoir passé 2 kg de drogue, de cocaïne. Les Chinois ne rigolent pas, chez eux vous faites des choses comme ça, vous partez. Enfin, je pourrais comprendre que les gens quelquefois font ça parce qu'il y a difficulté, besoin d'argent, il y a peut-être maman qui a le cancer, il y a l'enfant qui n'est pas bien. Mais c'est à votre propre risque. Et une Kenyane aussi a été exécutée au Vietnam, malheureusement avec 2 kg de cocaïne. C'est ça. Donc, le besoin de se faire de l'argent, c'est pas facile.